Bonjour chers auditeurs, je suis Valérie Delande et je vous souhaite la bienvenue dans Happy Podcast, le podcast des entretiens avec les fêlés du bonheur rentable. Aujourd'hui, je vous propose un épisode hors série, un best-of podcaston. Le podcaston, c'est cette initiative internationale qui mobilise les podcasteurs du monde entier pour amplifier la voix des associations et augmenter leur rayonnement. En 2025, j'avais eu l'honneur d'y participer avec 2 épisodes consacrés à Nicolas Brouk, un entrepreneur sociétal, architecte de la synergie. Aujourd'hui, en 2026, je vous les rediffuse car son message est plus que jamais d'actualité. Il nous parle de collectif, de dynamique de groupe et d'impact. Nicolas est le fondateur de la fondation d'utilité publique Ensemble en chemin, au service des porteurs d'une infirmité motrice cérébrale, et de The Synergist, qui sert de base et d'incubateur de programmes pour résoudre des questions sociétales. Dans cette série, nous avons exploré ensemble ce que j'appellerais aujourd'hui son capital identitaire, son capital humanitaire avec ses engagements et son capital monétaire avec sa vision, même si à l'époque la trame se déployait sur 5 épisodes plutôt que 3. Pour les nouveaux auditeurs, je vous invite à écouter les épisodes précédents sur Happy Podcast. Ils vous permettront de remettre l'aventure de Nicolas dans son contexte. Cet épisode 5, le dernier de la série, est consacré à son manifesto, la distillation de 12 ans d'expérience au service du collectif. Bonjour Nicolas. Bonjour Valérie. Alors nous arrivons au terme de nos entretiens et je vais te proposer de partir un peu sur un petit résumé, pas de tous les épisodes mais plutôt des leçons de tes expériences, de tes activités, puisqu'on a bien expliqué maintenant ce que tu as fait avec The Synergist, avec la fondation. Et bien sûr, tu as réutilisé ces modèles de collaboration, ces modèles de pas à pas, de réseau, de communauté, d'engagement, l'autonomie, la responsabilisation des gens et l'énergie. Une énergie qu'on retrouve et une énergie positive que l'on retrouve dans tous tes projets. Et du coup, tu as écrit, tu as en tout cas publié un manifesto pour, je pense, tu vas nous expliquer ça, inviter les citoyens aussi à devenir finalement des synergistes eux-mêmes. Donc, est-ce que tu peux nous dire à quel moment cette idée est venue et ce que tu fais de ce manifesto et bien sûr, quel est un peu quand même son contenu? Avec plaisir. Donc, le manifesto, donc le Synergist a plus ou moins 12 ans. Et donc, le manifesto est venu à l'anniversaire des 10 ans. Donc, c'est venu assez tard dans le processus. Et donc, notre vocation synergiste, ce n'est pas d'atteindre un certain chiffre d'affaires ou une certaine taille, mais c'est plutôt de démontrer qu'il y a ce modèle collectif qu'on sous-estime complètement pour le moment. Et on est arrivé à l'anniversaire de ces 10 ans, on disait ça, c'est vraiment le moment où on sait qu'on a réussi à démontrer un modèle qui doit toujours être amélioré, qu'on est toujours en train de développer, mais non seulement il est là, mais on l'a fait fonctionner sur un projet, on a su le déployer sur de nouveaux projets, et maintenant on voit qu'on peut grandir cet impact au niveau exponentiel. Donc, on est prêt à revenir à notre ambition de base qui est de commencer à partager notre connaissance sur ce modèle, puisque c'est notre objectif au bout du compte. Il y a une solution collective à nos problèmes collectifs, même si, alors je te dis ça aujourd'hui et je vois très très bien au niveau global, mais en Europe aussi, c'est complètement contre-courant. Mais personnellement, je pense qu'on va être mieux compris dans les années qui viennent parce que le contraste va être beaucoup plus important entre ce qui se passe, tout le monde se renferme, individualisme, se concentre sur son activité propre. C'est clairement la dynamique d'ensemble, mais au moins le contraste va être plus important et on va voir beaucoup plus les limites. Parce que dans le passé, tout le monde parle un peu de collaboration, chacun a une idée de ce que c'est la collaboration ou l'effort collectif, et puis en fait... Il y en a qui se donnaient 2 coups de téléphone par an et qui disent bien sûr, on collabore entre organisations. Ouais. Et donc, nous, on ne parle pas du tout de ça, évidemment. Bien sûr, tu amènes une nouvelle définition, en fait, parce que souvent, on est tous avec nos croyances, notre regard un petit peu étriqué. Et donc, ça veut dire, évidemment, reprendre à la base
et surtout apporter une illustration, parce que c'est ça ce que tu es en train de dire. C'est que le manifesto, finalement, c'est la méthodologie, c'est le concept, c'est la conceptualisation qui arrive après avoir testé, et donc on peut y croire là. Exactement. C'est concret, il y a des projets avec de l'impact, c'est pour ça que nous, on peut commencer à communiquer. Que le Exactement. manifesto est en fait la toute première brique de cette communication qu'on a mis en place il y a 2 ans. Et donc, en fait, tu as raison, c'est un peu une redéfinition des choses parce qu'il y a des croyances qu'on a tous et qui sont vraies, mais qui sont limitantes quand on ne voit que ces croyances-là. Donc là, par exemple, le premier point du manifesto, c'est embrasser la complexité. Alors bien sûr, dans toutes les théories de management, il faut se concentrer, simplifier un objectif, ainsi. C'est vrai, tant qu'on est concentré sur une innovation, un problème, et ainsi. Mais dès qu'on rentre dans le problème sociétal, il faut voir le point de vue, c'est évident d'ailleurs, hein, quand on regarde le domaine que je connais le mieux, c'est la santé. L'innovation est 10-15 ans en avance sur ce que nous, on va pouvoir obtenir en tant que patient dans les hôpitaux ou ailleurs. Et les systèmes de remboursement ne sont pas du tout faits comme il faut pour recevoir cette innovation. Donc le temps est très très long. Et donc le problème, il y a eu une très bonne innovation avec ces règles verticales, on se concentre. Mais après, pour que ça devienne quelque chose de systémique, il faut jouer les règles du système. Donc, embrasser la complexité parce que ça devient tout de suite beaucoup de gens, beaucoup d'organisations, des cultures différentes, avec des points de vue différents, et donc une complexité qu'il faut justement là ne pas éviter, cette fois-ci, dans le contexte de collectivité. Donc quand on n'est plus moins vertical, mais qu'on est plus transversal, là, il faut aller embrasser cette complexité au lieu d'essayer de l'éviter, ce qui est le réflexe et l'intention volontaire dans la plupart des cas. Oui, c'est qu'il faut un petit peu de courage aussi pour faire ça. Donc ça, c'est la posture qu'on doit prendre soi-même. Mais visionnaire alors, c'est d'un enrichissant parce que donc notre valeur ajoutée dans le projet, hein, c'est pas l'expertise. Je suis pas gynécologue pour la santé maternelle. J'ai aucune notion de biologie pour le développement d'un médicament ou de scientifique. Je suis économiste de formation. Mais par contre, le fait d'avoir discuté avec tout le monde, ça nous donne une perspective qui est excessivement enrichissante. Donc en fait, j'ai quelque chose à offrir au reste du groupe. Je suis une espèce de traducteur, de mise en contexte. Et donc ça, en fait, le synergiste, notre rôle n'est pas l'expertise. Et souvent, il y a des gens qui essaient de dire ah, mais c'est comme ça que ça se passe. Oui, ton médicament, c'est comme ça que ça se passe, sauf qu'il ne va jamais arriver parce qu'eux, ils pensent ça. Eux, ce qui est important pour eux, c'est ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on offre une espèce d'intelligence de groupe, d'intégration, de société, d'intégration, parce que nous, on a changé la posture. Derrière ça, il faut aller chercher cette intelligence, justement. Donc, c'est très rarement mon point de vue tout seul. Mon point de vue, en fait, c'est une sorte d'agrégation très générale de tout ce que j'ai entendu, et j'essaie de trouver la direction. Qu'est-ce qu'on peut prendre en tant que groupe comme direction avec les petites étapes qu'on va devoir faire pour prendre tout le monde à bord. Mais donc ça, c'est essayer de trouver quel est l'objectif partagé qu'on peut se donner en tant que groupe. Et donc ça, c'est là où l'étape, tu commences à entendre un peu les notions de leadership, mais c'est très discret parce que c'est pas mes décisions, c'est pas moi qui dis... Steve Jobs, il avait décidé où il voulait aller. Moi, c'est une espèce de... Je sens la direction du groupe, mais derrière, il y a un vrai leadership. C'est pas juste de la modération. On dit, le groupe décidera, parce que ça, justement, là, ça n'avance pas. Là, ça n'avance pas. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je suis une passionnée de la spirale dynamique que tu dois connaître. Et donc, dans ce développement de la spirale dynamique, tu as l'harmonie dans le haut de la spirale où tu trouves un petit peu de sociocratie. Donc, la sociocratie, pour moi, c'est pas quelque chose qui fonctionne très facilement. Et ensuite, tu vas vers le systémique et la connexion. Donc, évidemment, là, quand tu rentres dans du systémique, il faut une personne, il y a un individu quand même qui gère le système, qui le coordonne et qui apporte justement, comme tu le dis, un leadership qui est beaucoup plus subtil que celui qu'on trouve dans d'autres organisations un petit peu plus classiques. Et donc, j'ai parlé d'abord de posture personnelle, embrasser cette complexité plutôt que de la rejeter. Ensuite, aller chercher cette intelligence, c'est le deuxième principe. Et le troisième principe, ça va être le leadership collaboratif. Parce que donc là, c'est vraiment...
c'est plus compliqué. C'est un Mm. leadership plus compliqué qui convient bien à des personnes parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'envie ni la confiance en soi d'être sur le devant de la scène. Mais donc, ça demande un jeu assez important de leadership où on doit trouver les bonnes postures. Ça demande, enfin, à mon sens, ça demande pas mal de développement personnel, ça demande de bien se connaître avant d'aller justement à la rencontre des autres. Il y a une dimension d'élévation personnelle. Changer de posture, on ne le décide pas comme ça. Hein, c'est toute une histoire de vie. Je pense que tout ce qui s'est passé dans ta vie t'a permis d'avoir cette maturité aussi. Et là, je reviens sur mes fêlés et mes failles qui laissent passer la lumière, parce qu'il y a quand même une posture d'ouverture du cœur et d'humilité qui va en même temps se conjuguer à une capacité, une sorte d'empowerment, hein, une capacité à agir, à se faire accepter et finalement à imposer un leadership naturel et non pas à l'imposer par la voie d'une organisation avec une hiérarchie. Et parce que c'est une dynamique de groupe, en effet. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Les gens peuvent se quitter la table s'ils ne sont pas contents. C'est pas comme il n'y a pas de rapport de force dans tout ça. Donc, en effet, tu as tout à fait raison. C'est du Tu as charisme, parlé en fait. d'humilité. Je ne sais pas si c'est du charisme. À mon avis, c'est d'être juste. Oui, aussi. Je pense que charisme, ça donne tout de suite la notion de... Trump a du charisme. Oui, alors non, Donc, c'était pas ça. Mais donc, Oui, bien donc sûr, bien c'est sûr. plutôt la notion de trouver d'avoir un compas La assez justesse. juste. Et donc, tu as parlé d'humilité. Et je pense que ce qui est un piège dans lequel on doit toujours, tous aux synergistes, faire très attention, c'est il y a un moment où, fatalement, après 10 ans sur un sujet, je commence à avoir mes propres opinions. Mais donc, c'est là où je peux peut-être je peux avoir raison dans ma tête, mais c'est juste par rapport à la dynamique de groupe et savoir où on peut emmener le groupe, à quel moment. Et donc ça, je pense que cette humilité de pouvoir toujours être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur et pas juste pris par sa propre opinion, qui peut tout à fait juste par ailleurs, on peut toujours l'avoir, mais donc ça fait partie très très fort du collaborative leadership. Il y a un autre point, et donc sur ce point, quand tu disais ce développement de compétences, je pense à une de mes collègues qui m'a dit récemment que quand elle avait postulé au synergiste, elle avait aussi demandé un peu autour à des gens qui nous connaissaient. Et donc, la réponse qu'elle avait eue, c'était eux, ils délivrent. Parce qu'il y a beaucoup dans ces trucs de partenariat. Et donc ça, je reviens, c'était hyper important parce que quand on fait juste mettre des mots, la collaboration, c'est bien et tout ça, on est tout de suite... on peut être bisounours très très vite dans... Et donc, il fallait être concret. C'est pour ça qu'on a attendu d'avoir des vrais projets. Et puis, on a vraiment mis une structure où on a une approche professionnelle ou business, peu importe la manière dont tu le dis, où on a vraiment des projets, on a des délivrables et ainsi de suite. Et donc, dans tout parce qu'il y a un monde de la collaboration qui existe. Il y a des trucs qui existent aussi aux États-Unis et tout ça, où c'est très vite... on n'est pas très sûr de ce qui se passe. Et donc, c'est là que la collaboration commence à avoir mauvaise presse. Nous, on a vraiment washing. Exactement. Où là... Les gens ont raison, ça n'avance pas, c'est lent, les frustrations. Et donc, beaucoup de gens ont cette expérience-là de la collaboration. Donc, nous, on a mis un point d'honneur vraiment à aller chercher des projets à délivrer et à nous être un moteur. On est un moteur et donc, on a développé cette approche business de la collaboration et on insiste, pour que la collaboration réussisse, il faut investir dans cette collaboration. Donc, nous, on investit notre partie, mais nos partenaires ne doivent pas venir autour de la table en pensant que ça va se passer sans eux, ils doivent jouer leur part. Et donc, dans le leadership qu'on a, il faut aussi les faire... S'impliquer. S'engager. Et alors, dernier point, je pense, hyper important dans ce manifesto, ça prend de créer la confiance. Alors, il y a des gens qui nous décrivent comme... qui décrivent nos projets comme un safe harbor ou safe space, et d'autres safe and brave space. Et donc, vraiment, l'idée, c'est que je parlais de la pré-compétitivité. Pour que ces boîtes, on va pouvoir prendre un cas que les gens vont comprendre facilement, c'est l'industrie. Fatalement, ils sont en concurrence à un moment ou l'autre. Ils ont des données qui considèrent sont un avantage compétitif et ainsi de suite. Donc, il y a un moment où ils viennent se mettre autour de la table. Créer cet environnement de confiance où on peut expliquer et pas juste prétendre que le patient engagement, ça fonctionne super bien chez moi, on fait tout super bien, ce qu'ils font quand ils vont dans ces conférences. Nous, on crée ces espaces où
On peut dire, oui, alors moi, en fait, mon leadership ne me soutient pas du tout. Ou ils me soutiennent avec les mots, mais... et donc, il y a, pour avoir l'authenticité... Et, la transparence. C'est la transparence. Mais tous ces gens voudraient le faire, mais en général, il y a dans quel environnement où on est assez confiant pour le faire. Et donc, c'est très important. Ça prend du temps de créer ces gouvernances dans lesquelles ça peut établir, et puis ces relations humaines qui sont le tissu de toute cette collaboration sur le long terme. Mais donc, ce qui se passe souvent, et c'est le grand gaspillage de ces grands fonds européens, qu'on fait un projet, on met 50 organisations ensemble, et ça va durer 4 ans, et puis après, on arrête tout. Il n'y a pas de continuité où on espère que les gens vont trouver un truc... Et on n'a souvent pas délivré ce qui était prévu au début. Et donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'organisation et de projets. Ces projets européens sont pour nous une manière de diversifier les fonds, d'augmenter notre réseau et ça. Mais les vrais impacts de long terme sont sur les organisations parce qu'elles sont là pour durer. Bien sûr. Et donc, j'espère qu'un jour, on pourra fermer une de ces organisations parce que en fait, tous les objectifs sont atteints. Mais en attendant, c'est des objectifs de société qui prennent clairement plus que 4-5 ans. Bien sûr. Et donc, cette approche infinie de la démarche est vraiment très importante. Donc, il faut investir. Et surtout, quand on investit, il ne faut pas le gaspiller, il faut continuer parce qu'on a créé un espace où il y a une collaboration. Il y aura toujours des éléments à améliorer, ce genre de choses. Donc, continuer à construire. Continuer à construire, surtout arrêter de construire pour déconstruire, pour reconstruire juste après. J'imagine que ça doit arriver justement dans des laboratoires ou même dans des associations. Qu'en cours de route, une personne change de job, change de posture professionnelle. Est-ce qu'elle reste dans le projet? Est-ce qu'elle est remplacée? Comment ça fonctionne? Alors, donc, pour notre plus gros projet, PFMD, par exemple, le changement d'affiliation veut dire que alors la personne peut toujours rester dans le projet, mais sa représentation au board, par exemple, le siège au board, ça non. Elle peut repostuler avec sa nouvelle affiliation et ainsi de suite, mais donc ça c'est pour assurer une rotation dans le système. Et donc on garde... On a autour de la table que des gens qui sont impliqués, qui ne sont pas là juste parce qu'on leur a dit il faut aller là. Et c'est eux qui ont fait un choix de s'impliquer. Il n'y a personne qui est dans son job description. Ça, c'est le grand problème de l'industrie de façon générale. Ils sont tellement concentrés sur leur activité, tout le reste, c'est parallèle. Et donc, c'est les fonctions qu'on change, qu'on bouge, qu'on ne renouvelle pas. Donc, c'est un peu un souci de maintenir cet écosystème vivant de ce point de vue-là, parce que ça change tout le temps, en fait. Ces organisations-là n'ont pas... Je pense que c'est un des gros défauts, et je pense que les organisations les plus compétitives sur le long terme sont celles qui vont développer cette compétence du relationnel avec l'externe. Parce que changer de personne, je le vois dans certains projets spécifiques, on peut, en moyenne, changer tous les 2-3 ans une personne donnée en fonction, c'est pas du tout un souci, mais comment est-ce qu'on peut du coup créer une relation avec la communauté de patients à l'extérieur? C'est impossible. Les patients s'en plaignent, ils changent de contact, parce que eux, moi je travaille avec tous les laboratoires, parce que mes projets sont assez transversaux, mais si on travaille sur Parkinson par exemple, eh ben, il y a 3, 4, 5 de laboratoires, et dans ces 3, 4, 5 laboratoires avec lesquels on essaie de construire une collaboration et d'échanger, eh ben, on change de contact tous les 2 ans, tous les 3 ans. Et on recommence à zéro parce que la personne n'a jamais fait ce job-là, n'a pas l'historique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup le gaspillage dans la collaboration. Il est aussi parce que les organisations n'ont pas investi à la base dans leur structure de collaboration. Dans une structure de collaboration et dans un engagement long terme, je dirais même au sein de leur organisation, afin de trouver les moyens aussi à leur niveau de fidéliser, d'engager, de donner envie, parce qu'on est quand même dans une société d'immédiateté. Les jeunes générations, les générations Z, c'est typiquement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, comme tu le dis, je pense que c'est une organisation qui séduit certainement sur le collaboratif, et en même temps, il y a quand même une flexibilité à gérer et un intérêt à trouver. Donc, c'est certainement d'ailleurs une réponse sociétale beaucoup plus large avec les méthodes que tu as développées à ces transitions, à ce monde qui est en pleine transformation et qui, je l'espère en tout cas, doit, au sein des organisations qui sont déjà autour de la table, commencer à contaminer positivement celles qui
discutent, qui sont en train de tester finalement et d'expérimenter un nouveau mode de fonctionnement. Donc, on a clairement, ce que je veux dire, des pilotes qui, pour eux, il y a des démonstrations. Les démonstrations existent de ces projets de collaboration qui fonctionnent pour eux. Ils s'y retrouvent, ils ont leur intérêt direct, ils ont l'intérêt sociétal qui devient quand même plus en plus important, même si ça prend son temps pour faire son petit chemin dans ces grosses structures. Tu parlais moi, j'avais envie de toucher un petit mot sur tu parlais de la génération Y. Et donc, moi, j'entends toujours autour de moi, les jeunes, les nouvelles générations, ils ne veulent pas travailler, tout ça. Et en fait, au Synergiste, j'ai des gens avec un talent incroyable. Et je pense juste, on fait quelque chose qui a du sens. Exactement. Et donc là, pas de tout problème. Ce que j'entends comme plainte, je ne le vois pas du tout. Moi, je vois des gens en fait bourrés de talent, complètement engagés, qui font un paquet d'heures et qui le font avec plaisir. On ne doit pas les pousser. Et donc, c'est même le coaching chez nous, pour certains que j'ai en tête là maintenant, c'est de leur dire lève le pied. Là, tu vas te cramer, c'est pas possible. Je sais ce que je l'ai fait avant, donc je peux partager cette expérience-là. Mais donc, j'ai vraiment... c'est vraiment le problème la plupart du temps, c'est l'objectif de l'organisation. Donc là, il y a moyen... mais ça, j'en suis absolument persuadée, sans souci moi. de trouver le talent et le jeune talent dont on a besoin. Et donc, moi, je suis... en tout cas, je les vois avec beaucoup de joie parce que je vois qu'ils font un boulot incroyable. Et en effet, ils font peut-être pas... moi, j'ai mis une quinzaine d'années à aller à sortir, à trouver une voie qui avait du sens. J'ai l'impression, en tout cas chez moi, qu'il y en a qui ils sortent de l'UNIF et hop, c'est parti. Ils ont déjà, en général, ils ont eu leurs implications et leur volontariat à gauche, à droite, qui fait qu'ils ont une sensibilité donnée. Donc, je sais que c'est pas tout le monde, mais en tout cas, je vois, moi, cette génération qui est là, qui est très impliquée et hyper compétente. Bien sûr, mais c'était le sens aussi de ce que j'ai essayé de dire, à savoir que ces organisations qui ne sont pas, ces organisations, là, on parle des laboratoires, qui ne sont pas toujours, parce qu'ils sont souvent même organisés différemment, elles pourraient profiter de ce pilote, des personnes qui sont là au Synergiste, pour tirer quelques leçons chez elles et implanter un peu petit à petit justement ces modes d'organisation. Mais peut-être que c'est justement ce que tu peux nous décrire. Tu as parlé d'une académie. Donc, qu'est-ce qui se passe et à qui ça s'adresse ? Alors, cette académie, pour l'instant, s'adresse uniquement à l'équipe du Synergiste. Et on va peut-être aussi en faire un outil de recrutement où donc on organisera une semaine et à la fin de la semaine, les plus talentueux pourront rester, devenir partie intégrante de l'équipe. Il y a combien de personnes chez Synergiste pour l'instant ? 35. Ah, les 35 dont on parlait tout à l'heure, oui. Alors, nos partenaires aussi vont pouvoir avoir accès à l'académie. Ce que j'essaie d'éviter, c'est cette complexité. On a du mal à penser que quelques formations vont permettre à quelqu'un de dire « Ah, je suis un synergiste et je peux y aller ». Parce qu'en fait, nous aussi, pour construire le Synergiste, on a fait ça comme une activité. On a vraiment le côté professionnel. Et donc, par exemple, une des valeurs ajoutées, c'est que j'ai plusieurs projets, mais j'ai une équipe de communication qui est partagée sur ces plusieurs projets d'organisation. Et demain, si j'ai une nouvelle organisation, j'ai déjà une équipe IT, une équipe communication, une équipe admin et finance, qui ont déjà des gouvernances en tête, des modèles, on a déjà les softwares. Donc, il n'y a rien à mettre en place au niveau structurel. Et donc, on va très, très vite. C'est un incubateur de projet, finalement. C'est un incubateur de projet, tout à fait. Dans le cadre sociétal, dans le cadre de la collaboration. Mais tout ça pour dire qu'une personne tout seul qui devrait reconstruire tout ça et faire toutes les étapes qu'on a fait au Synergiste, même en ayant la méthode, ici, quand j'ai quelqu'un qui arrive, il a le professionnel de la communication qui sait quel type de communication utiliser à tel moment du projet, et ainsi de suite. On capitalise sur l'expérience. Je ne pense pas qu'il y ait des formations qui existent sur ça aujourd'hui, en tout cas pas telles que celles qu'on donnerait à nos équipes. Et je ne pense pas que même un cours ou une formation, même bien fait, la personne pourrait acquérir une compétence, mais nous, quand on opère en équipe, avec des outils et une plateforme donnée. Donc, je pense que c'est très difficile de dire que le synergiste, c'est pas juste une personne, même si chaque personne au synergiste a à sa place. les formations qu'on a fait avec l'équipe, c'était d'abord
investir dans les relations, et puis des relations qui ont du sens. C'est pas juste pour parler du beau temps et comment est-ce qu'on fait avancer un projet. Là, c'est côté performance qui vient. Et donc, avoir une bonne relation avec quelqu'un, mais aussi être capable de dire « Ok, donc comment est-ce qu'on amène le projet à l'étape suivante ?» Ça, c'était la deuxième partie de la formation cette année, par exemple. Donc, c'est ce genre de travail qu'on fait avec l'équipe. Sur combien de temps, du coup? Puisque là, tu parles d'une année là-dessus. C'est continu. C'est en continu, c'est une formation continue. Et donc, ceux qui arrivent entrent dans l'académie. On construit nos outils au fur et à mesure qu'on avance. Donc, on a toute une série d'outils très spécifiques. Et en fait, l'université, on est en train de la construire étape par étape. Et donc, l'équipe qui est là aujourd'hui sont nos élèves tests. Bien sûr, toujours le même modèle, en fait. Tout à fait. Donc voilà, mais donc ils sont très contents. Nous, là, maintenant, la difficulté à laquelle on commence à faire face, c'est qu'on a tellement de modules. Comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a un curriculum, que quelqu'un qui rentre aujourd'hui ait accès à tout, et dans quel ordre? Parce que jusqu'à présent, on n'était pas beaucoup, donc les gens rejoignaient, il y avait un peu de rattrapage, mais ici, maintenant, on doit rentrer dans une structure beaucoup plus académique. Exactement. Donc ça, c'est un des gros projets d'investissement en synergie dans les prochaines années. Un nouveau process à mettre en place pour pouvoir le déployer. J'ai envie aussi de revenir un petit peu, alors on a parlé tout à l'heure, je ne sais plus si on en a parlé, un peu d'argent, parce que ça veut dire que ce sont des investissements, tu viens de le dire. Donc comment le synergiste, en dehors des projets qui sont eux financés par les contributeurs, on va dire, du projet, comment le synergiste arrive à se financer pour aller justement dans des développements comme ça, d'académie, dans des développements qui sont investis sur son modèle, en fait, ce modèle qui pour moi, doit être déployé dans l'avenir, dans plein d'autres organisations et pans de société, on va dire. Donc notre modèle économique fait que sur chacun de ces projets, donc pour lesquels on va chercher des financements, des fonds européens ou des membres, les membres payent leur membership. Et en fait, le synergiste, là, on calcule notre temps et on met un taux horaire sur notre temps dans lequel, en fait, il y a une marge. Et cette marge, entre autres, c'est pour développer le synergiste ou ses outils. On a aussi une plateforme en ligne de collaboration qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît, les Teams, Google Drive, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plutôt pour... d'abord cartographier un réseau sur un sujet donné, sur le patient engagement, sur la médecine de précision, sur la santé maternelle, qui sont les acteurs. C'est presque un réseau social, mais duquel on crée une cartographie. Donc, qui est actif sur ce sujet-là, dans quel pays? Si je suis patient Parkinson en Angleterre, quelles sont les associations, qui sont les champions du côté pharmaceutique, les contacts du côté pharmaceutique ou du côté du régulateur, qui a publié quels outils. Mais alors du coup, c'est pas comme LinkedIn où oui, il y a un lien et ça. Ici, nous, l'outil est aussi là, partagé. Il peut être lié aux autres auteurs de l'outil, aux ressources liées, aux présentations qu'il y a eu. Donc on a vraiment, c'est une sorte de réseau social et de base de données sur un sujet donné, ce qui ça nous donne une intelligence à nous. On voit qui est actif, qui fait quoi sur ces sujets. Mais aussi pour l'utilisateur lambda, lui, il peut aller chercher ce qui l'intéresse plus particulièrement. Et donc ça, c'est un investissement assez conséquent qu'on a fait depuis, je pense, 7-8 ans maintenant, avec un outil qui commence à faire plus que délivrer sur ses promesses. Wow, Nicolas, vraiment, je suis ébahi. Tu es vraiment très, très, très inspirant. J'espère vraiment que ces épisodes vont avoir un retentissement. Je te propose de terminer. On a commencé avec Nicolas. On n'a pas parlé de ses activités. On a parlé de Nicolas Brooke. J'ai envie de terminer avec justement le retour à la personne, Nicolas. Là où tu en es aujourd'hui, avec tout ce que tu as accompli. Qu'est-ce qui aujourd'hui... comment tu vois en fait la suite? Est-ce que tu commences à préparer toi pas un retrait mais une transmission? Comment tu vas gérer ça? Comment tu te
Ouais, tu te vois, il y a toujours bien sûr Hugo, Léa, ton équilibre personnel. Comment déjà aujourd'hui, peut-être tu te positionnes toi dans toute cette organisation, dans tous ces projets, dans tout ce qui a été fait. Tu es devenu un porte-parole, tu es devenu et comment tu vas voilà continuer. C'est une bonne question. Donc moi j'essaye au niveau pour commencer par le Synergie, j'essaie de construire une organisation pérenne. Donc l'idée c'est alors c'est pas de sortir parce que j'ai pas du tout envie de sortir, mais par contre c'est de sortir d'un rôle très central et que le Qu'elle ne soit synergiste plus puisse évoluer, dépendante qu'on puisse de avoir toi. des satellites au niveau du synergiste qui sont pas dépendants de moi. Et donc l'équipe, c'est pour ça qu'on a une université, c'est donc vraiment construire des compétences et alors la gouvernance d'une organisation comme celle-là. Donc mon but vraiment, c'est d'aller plutôt vers idéalement, et c'est quelque chose que j'ai très envie de faire de toute façon, c'est que je puisse partir 3 ou 6 mois et que sans stress et sans qu'on m'appelle sur mon téléphone tous les jours. Donc ça, ce serait pour le synergiste un peu de la manière dont j'essaie d'évoluer. De façon générale, je suis un peu... à chaque fois que je me crée un peu d'espace, en fait, je m'arrange pour le remplir. Donc ça, c'est vraiment c'est clairement beaucoup à gérer ensemble et il y a des moments où c'est juste beaucoup trop. Donc j'ai appris aussi à savoir que je n'allais pas tout faire et à vivre avec le fait que je n'allais pas tout faire. Donc ça, c'est quelque chose... Je ferme très régulièrement mon ordinateur, enfin tous les jours en fait. Je sais très bien que tout n'a pas été fait. Je ne sais pas encore très bien comment je vais gérer cette partie-là. Le but, c'est pas de rajouter de gros projets quand j'arrive à prendre un peu moins de volume du côté du synergiste. Et donc l'idée, c'est pas d'aller remplir cet espace que je vais créer, mais plutôt d'avoir plus de distance et de réflexion à long terme aussi sur ce genre de projet. Il y a un projet de livre aussi pour partager justement tout ce que je te dis aujourd'hui. Voilà. Donc ça, il y a une structure, mais c'est juste une structure de livre qui se met en place. Bravo. Eh bien, Nicolas, un grand merci pour ces épisodes, pour avoir partagé ta vie, tes expériences, tes activités, ta vision exemplaire, inspirante, je le répète. Merci et bravo. Et j'espère qu'on va se revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci pour l'intérêt que tu as apporté. Ça me touche et bon, j'espère que l'audience va aussi apprécier. Ça, j'en suis sûre. On a des fêlés qui nous écoutent et pas que. Mais c'est vraiment le témoignage d'un engagement et d'une réussite pas à pas, absolument exemplaire et donc que tout le monde devrait pouvoir faire. Merci beaucoup. Merci Nicolas, au revoir. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à le diffuser auprès de votre communauté. Et pour ne rater aucun épisode d'Happy Podcast, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée. Pour en savoir plus sur le bonheur rentable, rendez-vous sur Linktree Valérie Delande ou sur mon site érigé.com ou bien encore ma page LinkedIn à mon nom Valérie Delande. Et si vous faites partie de ceux et celles qui agissent pour transformer la société, rejoignez-nous dans la communauté de la constellation des fêlés.